Bienvenue dans Fonction publique mon amour, le podcast qui explore, questionne et parfois bouscule, toujours avec l'envie de comprendre et d'avancer. Je suis Linda et chaque semaine, je vous propose des conversations sans détour avec ceux qui font bouger les lignes, innovent et croient en une fonction publique d'avenir. Parce que le changement commence par une idée et chaque idée a de la valeur. Alors place à l'épisode du jour. Bonjour Cindy. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc aujourd'hui, on va parler du FNCDG. Tu vas nous dire exactement ce qu'il en est, et notamment d'une étude qui est sortie en septembre 2024 qui concerne l'emploi de la fonction dans la FPT, la fonction publique territoriale. Donc tu vas nous dire exactement ce qu'il en est. Je vais te laisser te présenter, Cindy. Alors, Cindy Laborie, je suis responsable des affaires juridiques à la Fédération nationale des centres de gestion, qui est une association qui rassemble les centres de gestion, qui sont des établissements publics qui accompagnent les collectivités territoriales dans la mise en œuvre de leur mission de gestion des ressources humaines. Donc, la fédération a 4 missions principales. La première, c'est d'être force de proposition auprès des pouvoirs publics sur l'évolution des textes relatifs à la fonction publique. Également, valoriser l'action des centres de gestion, l'animation du réseau des centres de gestion. En fait, la dernière mission qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de promouvoir la fonction publique territoriale, puisqu'il y a 3 versants dans la fonction publique en France. La fonction publique, c'est 20% des actifs aujourd'hui qui sont employés dans le secteur public. Et sur ces 5,4 millions d'agents publics, on a 35% des effectifs qui relèvent de la fonction publique territoriale, donc les agents des collectivités. C'est ça, qu'on appellera certainement FPT pour fonction publique territoriale. C'est souvent l'acronyme qu'on utilise. Donc, on a publié en effet cette étude en le panorama de l'emploi territorial, la 13e édition, en lien avec l'Association nationale des directeurs de centres de gestion. Voilà, c'était cette année la 13e édition. Et alors, cette étude, je l'ai trouvée très intéressante. Je la mettrai en note de podcast. C'est quoi ses principaux enseignements ? Alors, elle porte cette étude sur plusieurs éléments thématiques. On a déjà les tendances de l'emploi public pour la territoriale pour l'année 2023, les principaux employeurs, également les offres d'emploi et ce qu'on appelle les métiers en tension. J'y reviendrai parce qu'on a des métiers en tension, c'est un élément important de cette étude. Également, on va cette année, on a fait un petit focus dans l'étude sur les demandeurs d'emploi qui utilisent le site emploiterritorial.fr pour aller diffuser leur CV. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde des collectivités territoriales, l'ensemble des collectivités et employeurs publics territoriaux ont l'obligation de transmettre leurs vacances d'emploi au centre de gestion, qui eux les publient tous sur un même site, emploi-territorial.fr. Donc, on a vraiment une vision totalement exhaustive des offres d'emploi dans les collectivités sur ce site. Et donc, on a fait un petit focus cette année sur les demandeurs d'emploi. Également, on a des données sur les concours et examens professionnels organisés comme chaque année et sur la retraite. Et la dernière partie, qui est une partie assez intéressante, porte sur le profil des gestionnaires carrière-paye en collectivité, qui est un métier aujourd'hui aussi un peu en tension. Alors, les principaux enseignements sur l'évolution des effectifs, c'est qu'on constate une certaine stabilité des effectifs dans la fonction publique territoriale et même un léger recul s'agissant en 2022 du nombre de fonctionnaires. Après, voilà, on a également, et on y reviendra tout à l'heure, une fonction publique territoriale qui est celle qui a une démographie la plus importante, c'est la plus âgée, avec un nombre de départs à la retraite assez conséquent chaque année. Et oui, donc ça, c'est un vrai enjeu en termes de prospective. Bien sûr. On a dans ce baromètre également constaté une augmentation des offres d'emploi, mais également des difficultés de recrutement qui vont être persistantes. Alors, entre 2015 et 2023, je fais un petit retour en arrière, les CDG avaient publié et avaient déjà constaté une évolution très importante de leur nombre d'emplois. Quelques chiffres, entre 2015 et 2021, ils publiaient en moyenne entre 56 000 et 100 000 offres d'emploi par an. Depuis 2022, on a dépassé le cap des 200 000 offres d'emploi publiées chaque année, avec 228 000 offres qui ont été enregistrées par les centres de gestion en 2023. Il y a plusieurs facteurs qui vont pouvoir expliquer cette évolution. La première, c'est, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, l'évolution démographique
et Mmh. l'augmentation du nombre de départs à la retraite avec une progression de plus de 30%, en l'espace de 9 ans et qui va continuer C'est à pas rien. à à évoluer, tout à fait. Et puis des difficultés de recrutement qui expliquent que les offres, elles vont être republiées parfois plusieurs fois dans l'année, ce qui va, expliquer, qu'on a une augmentation du nombre d'offres. L'augmentation globale des offres d'emploi publiées va être couplée à une durée de publication qui vient, souligner des tensions sur le marché du travail et ces tensions, elles sont plus ou moins accentuées selon les régions et selon les métiers. On a aujourd'hui 83% des offres publiées qui vont être pourvues, ce qui laisse 17% de postes non pourvus en moyenne dans les collectivités territoriales. Alors pourquoi ces offres non pourvues? Il y a plusieurs facteurs d'explication. Déjà, parfois, il n'y a pas de candidature sur une offre en particulier. Et parfois, il y a aussi un manque de candidats qui vont correspondre au profil, mais ça, c'est pas propre à la fonction publique territoriale. On le sait, dès qu'on publie Mmh. une offre, on a malheureusement souvent des candidats qui correspondent pas au profil, mais qui tentent quand même leur chance. On a aussi des défections lors du processus de recrutement. Aujourd'hui, les tensions, sur le marché de la fonction publique territoriale, mais aussi sur tous les marchés, du travail font qu'il y a une certaine concurrence qui va s'instaurer entre les employeurs, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs, et puis parfois un renoncement à recruter quand on le sait aujourd'hui, les collectivités doivent aussi maîtriser leur masse salariale. Il y a des choix à faire, dans un contexte, qu'on connaît, donc on va dire assez complexe, budgétaire assez complexe. En moyenne, on a une durée de publication d'une offre de 35 jours et qui peut dépasser 40 jours, notamment en Île-de-France, une des régions où il y a le plus de recours aux contractuels, parce que c'est je dirais une région où il y a beaucoup aussi de collectivités qui vont recruter sur les mêmes profils. Donc c'est une forme de cannibalisation, de la Des recherche. difficultés, voilà, dans la recherche. Sur D'accord. les autres, enseignements de cette étude sur les nominations, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a 6 nominations sur 10 qui vont porter sur des agents de catégorie C, des nominations fortement concentrées sur les filières techniques et administratives. On retrouve là, La priorité. des caractéristiques évidemment de l'emploi public territorial et on a, 10 cadres d'emploi qui vont concentrer, 8 nominations sur 10, adjoint administratif, attaché rédacteur et pour la filière technique, adjoint technique, techniciens, ingénieurs qui vont être les plus représentés. Donc ça, c'est vraiment lié à la structuration même des missions, des collectivités territoriales. C'est pas juste les concours ça, c'est vraiment les nominations, Non, on est sur des aussi? nominations, voilà, tout à fait, que ce soit des nominations après concours sur les aptitudes, des mobilités, des Mmh. mutations, d'agents, ou aussi des recrutements de contractuels puisqu'ils vont être nommés également, Mmh. sur un cadre d'emploi. 49% des nominations aujourd'hui sont des nominations de titulaires et 51%, des nominations de contractuels avec, comme je le disais, une concentration plus importante, du nombre de contractuels en Île-de-France, mais également dans certains départements ultramarins, notamment à La Réunion ou à Mayotte, là qui s'explique également par d'autres facteurs, je pense notamment à certains employeurs, territoriaux ultramarins, qui, recrutent plus de contractuels par rapport à des contraintes particulières locales, notamment l'indemnité de cherté de vie. Les nominations, en 2023 ont porté sur certains champs d'action publique, ce qu'on a pu noter, les familles de métiers qui ont plus, les familles pardon qui ont le plus d'actions publiques qui ont le plus recruté, ça va être la citoyenneté, l'éducation, la culture, le sport, les services techniques, l'environnement et le développement durable, qui progressent Mmh. beaucoup, du fait, notamment des nouveaux enjeux sur ces questions en matière de social, de santé publique, de gestion des ressources, qu'elles soient humaines ou financières, et de sécurité. Alors, j'expliquais tout à l'heure qu'on avait des métiers en tension, qui sont particulièrement Oui, relevés, dans cette étude. Un métier en tension, comment on va l'appréhender? Ben, on va regarder, notamment les métiers où on a le plus de manque de candidats, de profils inadaptés et puis, les métiers sur lesquels on va avoir une durée de publication des offres, supérieure qui est à la plus longue. moyenne. D'accord. Voilà. Sur le top 4 des métiers en tension, on est, sensiblement sur la même chose entre 2022 et 2023. Ça va être des emplois de direction de collectivité, donc les Ah directeurs d'accord. généraux, les secrétaires de mairie, les directeurs des services techniques
Les emplois de médecins également, bah, ça, la pénurie de médecins ne touche pas que la fonction publique territoriale. On sait qu'il y a une vraie problématique au niveau national. Et puis également des tensions qui vont se concentrer sur des profils qui détiennent des compétences techniques spécifiques, notamment par exemple les directeurs financiers. C'est vrai que ça a toujours été, enfin, je l'ai souvent, moi qui viens du milieu de la finance, j'ai souvent entendu que au côté finance, en tout cas, c'était compliqué. Par contre, je note que secrétaire de mairie, tu vois, je me rendais pas Oui, compte. un secrétaire de mairie, il y a une vraie problématique également, c'est qu'on est sur des agents aujourd'hui plus âgés en moyenne que les agents de la Mmh. fonction publique territoriale dans leur globalité. On est surtout, enfin, sur une part importante d'agents de plus de 50 ans, et puis des métiers qui sont extrêmement, qui demandent une expertise très forte, une très grande polyvalence, Mmh. une très grande implication. Donc c'est vrai que c'est des métiers aujourd'hui sur lesquels il y a des tensions fortes, et il y a une réforme intervenue par une loi de décembre 2023 qui est notamment qui avait pour but de revaloriser cette fonction aussi Mmh. par rapport Ah bah oui. aux compétences et à l'implication demandée. Mmh. Sur les derniers enseignements, on a également des données sur les concours organisés. Donc, il y a eu 29 J'allais concours le dire, ouais. programmés en 2022 avec un peu plus de 21 000 postes ouverts. Des concours en 2022, principalement dans la filière culturelle, médico-sociale et technique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un calendrier national des concours organisés par les centres de gestion qui est pluriannuel, puisque là, on est sur le calendrier 2025, 2026, 2027 et qui est en ligne sur notre site. Je fais un peu de publicité. On a un Je le taux mettrai d'abs aussi. Voilà, on a un taux d'absentéisme moyen au concours qui avoisine les 30 qui est plus élevé chez Ah, les hommes que chez les femmes. Oui, alors, excuse-moi, pour bien oui, comprendre, ça veut dire que ce sont des personnes qui se sont inscrits, oui. dont l'inscription a été validée, puisque des fois on s'inscrit mais on coche pas toutes les cases, et presque une personne sur 3 ne se présente pas. Oui, tout à fait. Alors, il y D'accord. a plusieurs causes, hein, déjà, il y a une donnée qu'on remarque, ce sont les moins de 20 ans et les plus de 60 ans, qui majoritairement, font D'accord. défection le jour du concours. Et puis dans ces 30 il y a plusieurs causes. Et déjà, il y a des personnes qui s'inscrivent à plusieurs concours, concours de Mmh. l'État, concours de la fonction publique territoriale, et puis suivant les dates d'arrivée des épreuves, bah, on choisit un autre concours. On a des périodes d'inscription qui ont lieu souvent 3 ou 4 mois avant la date de la première épreuve, donc les personnes peuvent Ouais. aussi changer d'orientation. Et puis on voit aussi de plus en plus de personnes qui ne préparent pas le concours, qui n'ont pas eu le temps et qui préfèrent ne pas venir plutôt que de Oui, bien sûr. mobiliser du temps et de l'énergie alors qu'elles n'ont pas préparé le concours. Les résultats au concours aussi, il y a un élément dans ce panorama. Il est lié à une combinaison de facteurs hein, sur la réussite des candidats. On va avoir l'âge. Il y a quand même une corrélation. Plus on est jeune, on est proche des études, plus on a de chances quand même d'obtenir son concours parce qu'on est encore dans des méthodologies de notes de Eh oui. synthèse, des connaissances qui sont encore un peu plus vives. Mmh. Donc, c'est vrai qu'on a des méthodes d'apprentissage plus récentes et une meilleure adaptation aux épreuves et peut-être une motivation un peu plus forte. Et puis moins de Mmh. contraintes aussi pour se préparer parce que quand on est dans des situations professionnelles Avec des installées ou enfants. familiales, voilà, c'est plus compliqué. On a aussi la préparation au concours qui joue aussi beaucoup sur la réussite au concours. Évidemment, la préparation personnelle, mais on voit que les D'accord. personnes qui sont déjà en poste en collectivité et qui auraient pu suivre une formation auprès du CNFPT notamment, ont en général plus de Ça a chances de un réussir vrai le impact. concours. Ouais, c'est un vrai impact sur le succès aux épreuves. Et puis D'accord. également les formations internes des collectivités. On voit que les candidats qui sont plus expérimentés dans leur collectivité aussi ont Mmh. plus de chances sur les concours. La dernière donnée, je dirais prospective de ce panorama, ce sont les données retraite. On a eu un peu plus de 56 000 départs à la retraite en 2022, donc 48 800 agents qui dépendaient de la CNRACL, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Et on le constate depuis 2017, une augmentation significative, une accélération des départs à la retraite, en lien avec le vieillissement de nos agents, hein, puisqu'on a aujourd'hui des agents de la fonction publique territoriale qui sont plus âgés que les agents des autres fonctions publiques. 60% des départs concernaient les femmes. Donc là, on est en corrélation avec la C'est démographie logique. hommes-femmes dans les collectivités territoriales. Et le nombre de départs à la retraite cette année a représenté 3% de la fonction publique territoriale.
On le sait, d'ici l'horizon 2030, on aura à peu près un tiers de nos effectifs qui partiront à la retraite. Donc avec tous les impacts que ça a derrière de transmission des savoirs, des savoir-faire et de recrutement pour les collectivités territoriales, de réorganisation de services. Ce chiffre de 35%, il avait été, je dirais fixé avant la réforme de 2023. Peut-être que ce sera un peu moins, mais on sait qu'on a quand même aujourd'hui un tiers de nos agents qui partiront à la retraite à l'horizon 2030. L'âge moyen des départs à la retraite dans la fonction publique territoriale, c'est 62 ans et 2 mois pour les fonctionnaires qui relèvent de la CNRACL et 63 ans et 3 mois pour les contractuels ou les fonctionnaires qui ne relèvent pas de la CNRACL. Et cet âge de départ, il est en augmentation depuis 2017. Ça, c'est l'impact de toutes les réformes des retraites qu'on a connues déjà par le passé. 53% des départs concernent les agents de la filière technique et plus de la moitié des agents sont des agents qui travaillent en commune. Là aussi, on est sur la démographie. On le disait tout à l'heure, on a 51% de nos agents qui travaillent en commune, donc il est tout à fait logique que la moitié des agents qui partent à la retraite soient aussi sur des agents communaux. On a une particularité, c'est qu'on a un nombre important d'agents qui partent à la retraite pour invalidité. C'est 4600 agents. C'est 10% à peu près des effectifs qui partent à la retraite pour invalidité, parce que je vous disais tout à l'heure, c'était le chiffre de 48 800 agents CNRACL partis à la retraite, 4 650 qui le sont pour cause d'invalidité, avec un âge moyen de 57 ans et 9 mois. On a aujourd'hui une usure professionnelle extrêmement importante dans la fonction publique territoriale qui est liée à ces missions, évidemment, et puis à la typologie, à la construction de ces effectifs. Bah oui, et ça c'est intéressant parce que je pense que ça fait partie des choses qu'il faudra en tenir compte. Ça sert à rien on peut repousser tant qu'on veut l'âge à la retraite. Au bout d'un moment, quand on ne peut plus, on ne peut Bien plus. sûr, tout à fait. Et d'ailleurs, notre président a été co-auteur d'un rapport très important sur l'usure professionnelle remis au ministre de la fonction publique Guérini en novembre 2023. Très bien. Là, tu parlais d'une étude, donc elle est réactualisée tous les ans, l'étude. Oui, tout à fait. Oui. Le l'étude de panorama l'emploi est publié tous les ans. Oui. Merci beaucoup en tout cas Cindy pour cet état des lieux de l'emploi public dans la FPT. Et peut-être à l'année prochaine, voir comment ça évolue. Avec plaisir. Salut. Merci. Voilà, un regard de plus sur la fonction publique d'aujourd'hui. Si cet épisode vous inspirait, alors il a rempli son rôle. Parce que ce que l'on retient et ce que l'on transmet, ça a du sens. Et ce qui a du sens a de la valeur. Partagez, abonnez-vous. Merci d'être là et on se retrouve bientôt.